Bonjour. Il est parfois des invités qu'il est difficile de cerner tant leurs activités sont nombreuses. Alors que faire sinon chercher un fil rouge et essayer de détricoter cela? Eh bien le fil rouge dans ce cas-ci, c'est le fait de raconter des histoires. Depuis qu'il était tout petit, il avait envie de raconter des histoires et il a réalisé son rêve. Raconteur d'histoires, ça veut dire scénariste de bande dessinée, romancier, journaliste. Mais à côté de ça, il a d'autres activités plus étonnantes. Chroniqueur royal, par exemple. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Weber. Bonjour Patrick, merci Bonjour Dominique. d'avoir accepté notre invitation. Quelle entrée en matière. N'est-ce pas? Alors, une question aussi pour entrer en matière. Est-ce qu'il vous arrive parfois, et est-ce que ça vous énerve, qu'on vous confonde avec Bernard Werber? Ça m'arrive un peu moins souvent. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien d'ailleurs. Au début, ça m'énervait énormément. Et puis, en fait, le problème, c'est les séances de dédicace. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous asseyez, vous avez votre pile de livres, vous attendez les gens. Et puis, il y a un brave monsieur ou une brave dame qui arrive. Souvent des dames d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lectrices de Bernard Werber qui arrivent avec un exemplaire des Fourmis ou que sais-je et qui vous demandent de le signer. Alors bon, la première fois, vous répondez gentiment, en disant non, il y a erreur, moi c'est Weber, il y a un R en moins, et puis les fourmis, c'est pas trop mon truc. Et puis au fur et à mesure, bon, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, franchement, à la fin de la journée, quand on vous l'a demandé 50 fois, ça devient juste insupportable. Et au début, ça m'énervait, et bizarrement, maintenant, on me le demande plus. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, mais on ne nous confond pas en tout cas. Mais je sais qu'une fois quand même, et ça je dois lui dire, je crois que c'était mon deuxième roman, c'était L'Ange de Florence. Un jour, j'ai mon éditeur qui me dit « mais c'est formidable, il y a une vitrine entière de tes romans, c'était à Paris ». Et je dis « waouh, c'est génial » parce que je ne suis pas du tout connu et je trouvais ça vraiment très sympa. Mais le libraire m'avait confondu avec Bernard Werber, donc de temps en temps ça peut servir. Ça peut servir. Alors on va faire un petit retour en arrière parce que c'est agréable parfois d'aller dans le rétroviseur et voir ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, tout démarre quand vous êtes tout petit. Alors vous n'êtes pas bruxellois au départ. Hein. Vous êtes né, pas loin. Vous êtes né à Dilbeek. Et Dilbeek, voilà, vous êtes dans un environnement où la langue française n'est peut-être pas tellement appréciée. Est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût de la langue? De devoir finalement défendre cette langue dans un environnement qui n'était peut-être pas le meilleur pour vous? Probablement. D'abord, le goût des langues, en fait, bizarrement. Parce que moi, surtout à l'étranger, maintenant, vous savez qu'on vous oblige toujours à vous définir. Est-ce que vous êtes wallon, flamand, bruxellois? On ne le dit jamais. On oublie un peu ça, malheureusement, d'ailleurs. Et moi, je réponds toujours bêtement, je suis belge. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je me définis comme ça. Parce que c'est vrai que même si c'est pas très loin de Bruxelles, c'est quand même très ancré, je dirais, dans le terroir flamand. Ou en tout cas, tout a été fait pour que ce le soit, donc il y a une volonté politique derrière aussi. Et c'est vrai que j'allais plus facilement faire mes courses avec mes parents du côté de Ninove ou de Louvain plutôt qu'à Bruxelles. Donc j'ai découvert le côté sud du pays paradoxalement un peu plus tard, même si ma langue, et la langue familiale, était le français. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé cette langue, mais au début je ne me rendais pas compte qu'il fallait la défendre. Est-ce qu'il faut défendre les langues? Moi personnellement je le pense. Je sais qu'aujourd'hui on trouve normal de donner cours en anglais par exemple dans certaines matières. Aux Pays-Bas il y a longtemps qu'on le fait, en Belgique ça se fait aussi, en France maintenant c'est un scandale parce qu'ils pensent peut-être lancer ce genre de nouveautés. Moi personnellement je me dis qu'une langue, c'est le reflet d'un peuple, c'est le reflet d'une culture, et je trouve dommage de la perdre. Je suis le premier à trouver qu'il faut respecter le flamand, par exemple, qui est une langue que j'aime bien et que je parle relativement bien. Donc, je n'ai pas de problème par rapport aux langues en général. Il se fait que la mienne, c'est le français, et en plus, je trouve que j'ai un petit peu de chance parce que je trouve qu'on parle une langue qui est quand même intéressante et qui mérite d'être défendue et qui est très riche. Et on a un peu tendance à l'oublier. Le langage SMS, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Alors la passion pour raconter des histoires et pour l'histoire en général, elle remonte finalement assez jeune. Oui. Toujours, en fait. Oui, depuis... Mais, de toute façon, ça, moi, j'ai rien inventé. Je crois que tous les enfants, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires. La petite différence, c'est qu'on m'en racontait. Et puis, j'ai commencé à vouloir en raconter et les écrire. Alors, avec plein de fautes d'orthographe et c'était très naïf. Mais en fait, j'écrivais des histoires et je devais avoir le sens des affaires à l'époque. Je l'ai un peu perdu depuis lors, mais à l'époque, je l'avais. Et en fait, j'obligeais mes parents à acheter pour 5 francs ou 1 franc, je sais pas quoi, pour aller acheter des chics au coin, comme on disait. Et en fait,
je racontais des histoires, des petits romans, mais c'était 4-5 pages, et j'aimais bien inventer des histoires. Et je me suis rendu compte par la suite que déjà c'était des histoires de l'histoire. Il y avait des personnages qui m'avaient inspiré, ça pouvait être, je sais pas quoi moi, Louis XIV, Cléopâtre, Jules César, que sais-je, et ils intervenaient dans ces histoires, et je trouvais assez intéressant, plus tard j'ai carrément trouvé ça jouissif, d'utiliser des personnages de l'histoire pour raconter des histoires. J'ai rien inventé, Alexandre Dumas l'a fait, je veux dire, il y a des gens bien plus grands et bien plus précurseurs que moi qui ont utilisé ce subterfuge, mais je trouve que c'est une façon intéressante justement d'entrer avec la petite histoire dans la grande, et j'aime bien mélanger le petit H et le grand H de la petite et la grande histoire. Avec une volonté à chaque fois aussi dans ces personnages historiques, c'est d'essayer de trouver un petit peu leur personnalité, de leur faire presque une psychanalyse un petit peu parfois. Oui, en tout cas, d'essayer de comprendre leur psychologie. En fait, j'ai souvent le sentiment que, pour moi, quand c'est raté, voilà, quand un film historique est raté, moi, j'ai appris l'Antiquité, j'ai étudié le latin et le grec, et puis j'ai fait mes études probablement grâce à Alix et grâce à Hergé. Par exemple, le film Cléopâtre de Mankiewicz, pour moi, est un de mes films préférés, mais il y a plein de films historiques comme ça qui m'ont marqué. Là, ceux-là sont réussis, parce que les personnages ont une densité. En revanche, je fais une parenthèse, Tintin n'a aucune densité, mais les personnages autour ont beaucoup de densité. Et c'est ce qui fait que l'œuvre est intéressante. Mais quand, vous savez, vous avez parfois des cinéastes, des auteurs, des romanciers, qui utilisent une histoire uniquement comme un décor, et ils plaquent sur ce décor, de façon assez artificielle, une trame narrative avec des personnages. Mais à la limite, que ça se situe dans l'Antiquité grecque, au Moyen-Âge ou en pleine science-fiction, ça ne change rien. Ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand même l'environnement conditionne l'action, même si les ressorts psychologiques sont toujours les mêmes. Je veux dire, des Cléopâtres, on en croise peut-être, vous en avez peut-être dans votre entourage sans le savoir, et des Louis XIV, vous avez probablement travaillé pour un Louis XIV un jour, qui sait, on en a tous connu, donc les ressorts psychologiques sont toujours les mêmes. Alors, retournons un petit peu dans le passé. Finalement, au départ, c'est le journalisme. Et un journalisme qui commence fort tôt aussi, et décidément, vous y mettez tôt, hein, 17 ans, je crois. Oui, c'est vrai. Oui. D'abord des fanzines. Oui. Ce qu'on appelait des fanzines. C'est un peu, ça fait vraiment truc d'ancien combattant. Je suis désolé, mais aujourd'hui qu'Internet, ça sert forcément plus à grand-chose, des fanzines. Mais à l'époque, c'était l'idée de faire des petits magazines comme ça, distribués. En l'occurrence, moi, c'était des fanzines de bande dessinée principalement. Donc, j'ai distribué dans les librairies de bande dessinée de Bruxelles, bien connues au centre-ville. Bon, elles sont presque toutes disparues, mais il y en a de nouvelles depuis lors, heureusement. Et j'aimais bien l'idée, mais je faisais tout. C'est-à-dire, j'écrivais, je distribuais, j'essayais de vendre un peu de pub aussi pour rentabiliser tout ça. Enfin, en tout cas, pour payer mes photocopies, c'était déjà ça l'important. Mais c'était vraiment, c'était un peu le boulot de rédac-chef et de journaliste que j'apprenais en même temps. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est bêtement vraiment des gens de journaux entre guillemets sérieux, notamment Le Vif, à l'époque, qui ont vu ce que je faisais et qui m'ont dit tiens, tu pourrais venir de temps en temps faire des petites piges chez nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Mes premiers articles professionnels, entre guillemets, c'est vrai que j'avais 17 ans. Oui, et c'était une époque vraiment révolue, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura probablement plus aucun journal qui engagerait un jeune comme ça qui s'est formé sur le tas. La notion d'engagement est relative, hein, parce que c'est de la pige, donc oui, forcément... Voilà. Mercenaire de la plume, c'est ça? Voilà, mercenaire de la plume, oui. Mais moi, j'aime bien ça, en fait. Je pense que quand j'étais rédacteur en chef par la suite, mais là, je brûle un peu les étapes, mais c'est vrai que j'avais souvent des journalistes qui sortaient de l'université et qui me disaient, voilà, j'ai un super rapport, je sais pas quoi, enfin, mes points sont très bons, j'ai une bonne évaluation de mes profs et tout va bien, mais je me méfiais toujours un petit peu de ces journalistes qui n'avaient jamais écrit par ailleurs ou qui n'avaient pas l'envie d'écrire ou de publier. Je veux dire, aujourd'hui, ce sont des blogs où il y a plein de possibilités, hein. Je veux dire, tout est ouvert, mais je pense que quand on a envie d'écrire, c'est un truc, je pense que tout le monde peut écrire, c'est pas un problème. Mais je pense quand même qu'on peut avoir, c'est un mot qui aujourd'hui est un peu galvaudé, mais qui est une vocation. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a toujours été une vocation. Je sais que j'ai toujours aimé faire ça, et je sais que je ferai ça jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est certain. Alors bon, oui, l'écriture, aujourd'hui, on pense roman. Il y a eu le journalisme, et puis la bande dessinée. Mais au fond, finalement, c'est la bande dessinée au départ. Oui.
Et puis, le roman est venu un peu par hasard. Oui, c'est bizarre en fait. Ça, c'est vrai que mon idée, puisque mon fond d'imaginaire, on a tous des fonds imaginaires. Et moi, c'est vrai que ça a démarré avec la bande dessinée, puis il y a eu cinéma, télévision et romans, et tout ça fonctionne très bien ensemble. C'était vraiment la bande dessinée, c'était un peu comme on disait dans le temps, mon alma mater. Je me suis développé dans la bande dessinée, et j'ai nourri mon imaginaire comme ça. Donc j'ai voulu faire de la bande dessinée quand j'ai eu la prétention complètement folle de vouloir publier mes œuvres, je mets plein de guillemets, parce que j'ai toujours un gros problème à donner ce mot, même parfois quand on fait des déclarations d'œuvres, ça me paraît bizarre. Et en fait, cette bande dessinée, bizarre, j'avais pas d'éditeur, j'avais pas de dessinateur à l'époque, et j'avais écrit un synopsis, hein, c'est-à-dire en fait une espèce de grande note d'intention par rapport à un récit que je voulais donc développer en bande dessinée, et qui est devenu un roman, parce que je trouvais personne pour le faire, je n'avais pas de contact, bizarrement, dans ce monde-là. Et en revanche, il y a un éditeur que j'ai rencontré à Paris, en plus, qui m'a dit bingo, on y va, on se lance. Et j'ai donc écrit mon premier roman de façon un petit peu involontaire. Et, euh, et voilà. Depuis lors, j'ai appris, franchement, même si j'adore la bande dessinée, même si j'adore aussi écrire des scénarios, comme j'ai pu le faire au niveau de la télé, mais vraiment, c'est quand même le roman qui offre la plus grande liberté. Voilà, je ne pourrais pas faire que du roman parce que c'est un exercice éminemment solitaire. Je pense que si je devais vraiment faire que du roman, j'habiterais depuis longtemps dans une cabane sur une île perdue, très loin, et je serais devenu probablement complètement asocial. Heureusement, il y a d'autres choses dans la vie. Mhm. C'est deux types d'écriture quand même fondamentalement différentes. Le scénario de bande dessinée, il faut ramasser l'histoire. Il y a une forme de frustration que le roman n'offre pas. Oui, mais c'est un échange aussi avec un dessinateur. Et au début, mes premiers scénarios n'étaient pas très bons parce que j'avais tendance à tout vouloir décrire et j'avais tendance à tout vouloir dire. Pour moi, vraiment, la bande dessinée, c'est de plus en plus l'art de l'ellipse, en fait. C'est l'art de justement pas tout dire et de ne pas toujours tout montrer. Surtout de ne pas tout écrire. Montrer, on peut faire les choses. Et par exemple, mon dernier livre, Wes Antine, c'est mon premier roman graphique. J'avais jamais dépassé, je veux dire, les 44 planches, qui est un peu le format orthodoxe traditionnel de la bande dessinée franco-belge, comme on dit. Et là, de partir comme ça au long cours, puisqu'en plus ça se passe en Bretagne, donc c'est un peu ça l'idée, ça m'a vraiment permis de poser des silences, et ça je trouve vraiment tout à fait passionnant. Dans un autre genre, par exemple, la bande dessinée japonaise, le manga, c'est quelque chose de très riche. Il y a le manga un petit peu, je dirais, populaire, mais il y a aussi des mangas de très haute tenue, de très haute tenue narrative, je trouve. C'est l'idée aussi de permettre aux dessinateurs, aux narrateurs, pendant plusieurs planches, d'avoir des planches sans parole, d'avoir uniquement des expressions, comme on peut en trouver au cinéma, par exemple. Il n'est pas toujours nécessaire de parler beaucoup. Je dis ça alors que j'arrive pas à me taire, mais je parle trop d'une façon globale. Alors, mais c'est vrai que quand on regarde, que ce soit en bande dessinée ou dans les romans, on retrouve quand même des choses qui sont évidentes. On a cet aspect évident de cet amour pour l'Italie, Ouais, pour Rome, ouais. aussi pour le celtisme. Il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement, que ce soit dans l'une forme ou l'autre. Oui, ce sont des voyages. Souvent, j'aime beaucoup voyager, et j'ai un gros problème, notamment avec les dessinateurs qui vous disent, mais vous savez, moi, ça ne sert à rien d'aller en Italie ou en Scandinavie ou que sais-je. J'ai tout sur Internet. Google, c'est très bon. Google Images, je peux absolument tout ressortir. Là, j'ai vraiment un gros problème avec ça parce que je suis le premier à me balader tout le temps avec ma tablette et je suis beaucoup sur le net, comme tout le monde, je pense. Mais vraiment, il faut aller sur place pour sentir les choses, pour voir les gens. Il y a vraiment des choses qui sont différentes. J'ai les odeurs dans un marché, le vent, la végétation, les expressions, les tics de langage. Il y a plein de choses comme ça qui me marquent. Et parfois, il m'arrive d'aller dans un pays sans avoir aucune intention préalable, et après ça, d'avoir envie de raconter des histoires sur ce pays. Et ça m'est arrivé, par exemple, avec la Norvège. J'y étais allé pour le travail, ça n'avait rien à voir. À l'époque, j'étais rédacteur en chef de Télémoustique, et on avait des réunions internationales d'éditeurs, là. Donc, c'était très sérieux. Et j'ai été visiter le musée des Drakkar dans la banlieue d'Oslo. Et c'est franchement une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art, l'archéologie. On m'a jamais parlé des Drakkar parce que voilà, ça ne fait pas partie vraiment du tronc commun de l'enseignement en histoire de l'art. Et quand j'ai vu ces formes, je me suis dit, c'est splendide. Donc, j'ai acheté des bouquins, des cartes postales, j'ai pris des photos. Et je me suis dit, un jour, ça va revenir. Et voilà. Et du coup, quelques années plus tard, j'ai écrit à la fois de la bande dessinée, du roman, pour adultes,
pour les jeunes aussi sur ce sujet-là. Et j'ai toujours d'ailleurs un projet dans cette veine-là. C'est un monde que je n'ai pas quitté, tout comme l'Italie, dans un autre genre qui est vraiment, je dirais, ma source d'inspiration principale et probablement le pays, le pays de mon cœur, quoi. Voilà. Oui, parce que finalement, vous êtes sur 3 pays, sur 3 lieux, Bruxelles, la France, évidemment, et Oui. puis aussi l'Italie. C'est vos 3 amours. Ben, je pense qu'on est beaucoup dans ce pays, même si on aime bien. Et bon, on se moque Mm. souvent de moi parce que j'ai un côté un peu comme ça, cocardier, belgo-belge, voilà, que j'assume complètement parce que j'aime bien ce pays. J'en ai marre de l'ethnomasochisme qui consiste à dire que tout ce qu'il y a chez nous est nul et tout ce qui est ailleurs est mieux. Je trouve que c'est vraiment un peu puéril et stérile. J'aime vraiment pas je dirais, cette façon de se comporter. En revanche, je pense qu'au niveau culture, en vivant en Belgique en tant que francophone, on est vraiment baigné aussi dans une culture française. On va dire, c'est vrai, hein, je suis désolé, on regarde la télé française, même si je bosse pour la télé belge, il faut reconnaître les choses. On regarde aussi la télé française, la radio un peu moins, mais c'est aussi le cas, mais surtout les journaux, la littérature. Le belge n'est pas chauvin au niveau culturel. Et c'est vrai que le grand pays de la culture à côté, c'est la France. Donc c'était un peu un prolongement logique, je dirais. Et puis il faut aussi être honnête en tant qu'auteur, quand on essaye un petit peu de se faire connaître et de publier ses livres, il y a quand même, quand on peut le faire à Paris, c'est bien, et c'est bien de le faire à Paris et de revenir à Bruxelles. Et moi, je revendique toujours très fort à Paris, justement, cette belgitude, même si il y a des gens que je croise qui ignorent complètement, avec des gens qui je travaille parfois depuis longtemps, qui ne savent même pas que je suis belge, en fait. Les Français ont une tendance comme ça à adopter un petit peu les Belges qui débarquent. L'Italie, c'est différent, c'est parce que j'ai étudié le latin, j'y suis allé après pour mes études d'histoire de l'art et je suis tombé vraiment complètement amoureux de ce pays, mais pour plein de choses. La langue, je trouve splendide, que j'ai essayé d'apprendre convenablement parce que j'essaye de bien la parler, et même si c'est compliqué, il n'y a pas assez d'une vie pour bien parler une langue qui n'est pas la sienne, mais l'art aussi, et puis la nourriture. Et j'avoue que ça fait vraiment partie des choses importantes de la vie. J'aime bien le soir aller dans un petit resto, manger très bien pour pas cher, avec un art de vivre, moi, qui me convient bien, personnellement. Mhm. Alors, évidemment, dans les livres, il y a les romans, la fiction, et puis il y a toutes ces séries d'ouvrages consacrés à des grandes personnalités, généralement toutes liées à une royauté. Et c'est vrai que là, Patrick Weber, on ne peut pas l'imaginer sans cet amour pour les monarchies. Et vous en souffrez parfois parce qu'on se moque de vous, parfois un petit peu pour Ça ça. va un peu mieux, Ça ça va va un mieux, peu ça. mieux. Je m'entends assez bien avec Stéphane Bern, qui est un ami, et il m'a dit il n'y a pas longtemps encore, bon, enfin bon, lui, forcément, à un autre niveau, mais très clairement, on se moque moins. Ça passe beaucoup mieux que par le passé. C'est vrai que quand j'étais petit, parce que depuis que je suis tout petit, je suis tombé dans cette espèce comme ça de marmite royale. Il y a des gens qui avaient des posters, je ne sais pas quoi, moi, des Stones dans leur chambre à l'époque, ou des Cure. Enfin, j'aimais bien les Cure, mais moi, j'avais aussi le portrait de la reine d'Angleterre, bizarrement, et un portrait du roi Baudouin. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ça m'a toujours... Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui me plaît là-dedans, en fait. C'est vraiment l'idée d'avoir l'impression de vivre l'histoire de façon immédiate, en fait. Et d'avoir, je trouve, dans une société où, je le dis souvent, mais tant pis, je le répète, où tout passe tellement vite, où vous êtes dans la télé-réalité, où on vous trouve des stars de la chanson formidables qu'on oublie 2 mois plus tard. D'ailleurs, maintenant, on ne se souvient même pas du nom du vainqueur de Voice. Par exemple, en France, on l'a déjà oublié. Le pauvre, il vient à peine d'être désigné. C'est quand même très, très brutal aussi. Je pense qu'on a besoin de vivre aussi dans des sociétés, dans des schémas où il y a un fil rouge entre hier, demain et aujourd'hui. Et ça peut être une tradition littéraire, ça peut être des contes, c'est pas à vous que je vais dire le contraire, ça peut être des coutumes, ça peut être du folklore. Mais parmi le folklore, il y a aussi ces familles royales et ces gens comme ça qui, pour moi, sont vraiment plutôt de l'ordre du symbole. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas de problème de dire, voilà, moi, je me considère comme royaliste en ce sens que je trouve que c'est en plus pas du tout politique, c'est pas une question de droite ou de gauche. Et j'ai écrit un bouquin en France à l'époque qui avait eu son petit retentissement qui s'appelait Vive les rois, où je voulais montrer à mes amis français, ça fait tellement longtemps que je vis vraiment entre Paris et Bruxelles, et c'est les deux villes où je suis le plus, et on me dit toujours, ah oui, mais
toi, tu vis en monarchie, nous, on est en démocratie. Moi, j'ai simplement envie de leur répéter que si vous allez en Europe, les pays où on accepte le mariage gay, l'euthanasie, la procréation assistée, que sais-je, ce sont des monarchies, bizarrement, dans lesquelles ça s'est fait plus facilement. Il y a en tout cas des décisions qui sont prises plus facilement dans des pays qui ont accepté d'avoir un symbole au-dessus de leur tête. Et il n'y a pas nécessairement 300 000 personnes qui descendent dans la rue dès qu'on prend une décision, en fait. Et plus récemment, par exemple, le geste à la fois terrible, mais aussi, je trouvais assez élégant de notre prix Nobel de Duve, en fait, de tirer sa révérence comme ça, après avoir salué tout le monde. J'ai pas du tout envie que ça m'arrive demain, mais moi je suis plutôt content de vivre dans un pays où j'ai cette liberté de poser ce choix à un moment si je devais être confronté à ça, et peut-être que je le serai un jour. Et bizarrement, les monarchies ne sont pas aussi réacs et aussi ringardes qu'on veut bien le dire, en fait. La monarchie, vous savez, le plus vieux métier du monde, ce n'est pas celui auquel vous pensez, c'est un autre, c'est celui de roi, tout bêtement. Il y en a toujours eu, je suis certain que depuis les hommes des cavernes, c'était comme ça. Et voilà, et je pense que le nationalisme en Belgique, il n'est pas le nationalisme étriqué et bas de plafond, ce n'est pas le problème du palais. Je pense qu'il faut plutôt voir un petit peu du côté de l'hôtel de ville d'Anvers ce qui s'y passe. Alors évidemment, cette passion pour les monarchies vous a amené tout naturellement à devenir chroniqueur royal. C'est un peu particulier quand même comme métier, chroniqueur royal. On a l'impression que vous êtes là avec votre loupe tout le temps en train de lire tous les articulés qui passent chaque fois qu'il y a un roi, une reine qui fait quelque chose. Oui, bah bon, voilà, mais je pourrais, je ne sais pas, un journaliste sportif, il suit les équipes de foot, hein, donc voilà, c'est chacun sa spécialité. Voilà, moi c'est la mienne. C'est en tout cas, c'est une passion qui est devenue un métier. Moi, j'ai toujours essayé de transformer mes passions en profession, et même si parfois c'est pas toujours agréable, hein, parce que parfois, comme dans toute profession, il y a parfois des choses qui sont moins agréables que d'autres à faire, mais il faut faire le bilan et dire tiens voilà, si je fais la liste des plus et des moins, il y a quand même plus que de moins. Et c'est vrai que le côté chroniqueur royal, en fait, il est assez récent. En fait. Je ne l'ai pas assumé tout de suite. C'est petit à petit, ça s'est fait. En Belgique, en plus, avant, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Parce que, je veux dire, du temps du roi Baudouin, ça se disait très très peu. C'est depuis que Albert II est monté sur le trône qu'il y a des émissions à la télévision, plus de couverture de presse, choses comme ça. Et dire, on peut l'assumer. Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est parce que quand j'étais petit, j'écoutais Zitrone commenter le mariage de Diana. J'étais pas grand à l'époque et en voyant ça, je me disais, waouh, c'est formidable, il fait parler ces images. Après ça, j'ai réécouté ce qu'il racontait. Il racontait n'importe quoi. En fait, il y connaissait rien, mais il le disait bien. Et c'était du coup, ça passionnait les gens. Et moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour en le racontant. J'ai peut-être pas son talent de conteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de faire découvrir des choses aux gens aussi. Et quand on voit les images, ben là, je veux dire, l'intronisation du roi des Pays-Bas, c'était passionnant, parce que c'est quand même une minute d'histoire qu'on vit, et on la vit tous ensemble. Et vous savez, aujourd'hui en télévision, par exemple, faire des directs qui durent 4-5 heures, vous pouvez le faire de temps en temps en sport, lors des Jeux Olympiques, ou alors quand il y a une terrible catastrophe, style 11 septembre, ou catastrophe de Sia, par exemple, des choses terribles, mais les rares événements heureux où on vous dit tiens voilà vous prenez l'antenne et vous la tenez pendant plusieurs heures, eh bien ce sont ces mariages, ces intronisations, parfois c'est moins drôle des enterrements, mais ça permet vraiment d'avoir un vrai contact, je trouve, avec l'histoire immédiate et les gens aiment bien. D'ailleurs la preuve c'est que l'audience est bonne pour ce genre de programme, donc c'est vraiment des événements fédérateurs. Alors bon voilà, alors écrivain. Journaliste, chroniqueur royal, vous cumulez les activités, vous êtes donc un boulimique et on se demande comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça parce que c'est énorme quand je vois la production qui sort, votre boulot, comment vous gérez ça? J'écris tout, hein, je vous rassure. Oui, mais j'allais presque, je n'osais pas poser la question, mais voilà, mais on pourrait se dire, mais c'est pas possible, il a une bande de ce qu'on appelle des nègres qui travaillent pour lui. Pas du tout. Comment est-ce que vous vous organisez? Mais franchement, au niveau de l'écriture, je pense que j'ai été longtemps journaliste et tous les journalistes qui nous regardent doivent savoir à quel point l'écriture, ça devient une gymnastique. Donc voilà, je peux écrire de façon assez rapide. Maintenant,
Un roman, je l'écris moins vite, par exemple, qu'un livre, je dirais un essai, où je dirais le style, je ne dis pas qu'il est moins important, mais je pense qu'il doit être plus lisible, plus directement lisible. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, je peux travailler assez rapidement. Mais je pense que c'est vraiment un côté, c'est lié à l'organisation. Et puis, très franchement, je n'ai pas de congé. Enfin, c'est-à-dire que je voyage, mais je travaille tous les jours. Donc, j'ai jamais pris. Mais je ne suis pas un héros pour ça. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui font ça. Je suis certain qu'il y a des jardiniers qui adorent leur jardin et qui bossent tous les jours dans leur jardin. Et c'est très bien. Et des pâtissiers qui adorent la pâtisserie, qui en font tous les jours. Moi, mon truc, c'est écrire et c'est, comme vous le disiez au début, raconter des histoires. Et c'est vrai qu'un jour sans raconter d'histoire, pour moi, n'est pas une journée. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Donc, voilà. Ben voilà, c'est une belle conclusion. Un jour sans raconter une histoire n'est pas Ou qu'on une... m'en raconte aussi. Ou qu'on vous en J'adore qu'on m'en raconte. raconte, Voilà. qu'on me raconte des histoires. Eh ben voilà. Eh bien merci. Alors on vous retrouve bien sûr avec vos prochains romans. On vous retrouve sous RTL ou Bel RTL avec vos chroniques. Les occasions de rendez-vous ne manquent pas. Donc on aura sûrement l'occasion de se retrouver. Bonne continuation. On est bien sur votre siège ici. Ah bah oui, c'est vrai. Eh bien, il faudra pourtant le quitter pour un prochain invité. D'accord. Merci à vous, je laisse la Patrick place. Weber. Merci, Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.